Bonjour, alors ça me fait vraiment toujours plaisir de revenir au Bercail. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup à Alain pour son invitation à venir donner une conférence portant sur mes travaux de recherche actuels qui, dans le fond, s'inscrivent dans ma programmation de recherche à la suite de ma thèse doctorale. Une thèse qui portait sur les professions réglementées. Et cette thèse-là, dans le fond, moi, mon objectif, c'était, dans le fond, d'essayer de mieux cerner les déterminants de la santé au travail chez les professionnels réglementés. Pourquoi je m'étais donné cet objectif-là? Parce que, pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'on vit dans une société où on accorde beaucoup d'importance à la profession, au statut professionnel. La preuve, après vous avoir demandé c'est quoi votre nom, la première chose qu'on vous demande, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et souvent, les professionnels réglementés, certains ont mauvaise presse. On pense aux avocats, par exemple, on pense aux médecins. Donc, on a parlé ardemment de la rémunération des médecins dans les derniers mois avec la dernière campagne électorale. Donc, tout ça amène, oui, des contraintes. On parle des infirmières qui sont en détresse, des médecins qui sont en détresse. Et dans le fond, moi, ma préoccupation, c'était de dire, mais sont-ils réellement plus en détresse que l'ensemble de la population? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Fait que ça, c'était un peu l'objectif de ma thèse doctorale. On avait utilisé à ce moment-là des données secondaires. Et même en comparant quand même de très larges échantillons dans un plan longitudinal, vraiment 7000 quelques personnes en emploi comparé à 278 professionnels réglementés. Oui, on se rappelle du chiffre quand on a fait une thèse. Exactement, 278 sur une période de 13 ans quand même avec l'enquête nationale sur la santé des populations. Mais malheureusement, quand on étudiait à partir d'un modèle multidimensionnel, on ne réussissait pas à cerner cette détresse-là. Parce que probablement, parce que dans le fond, on dit toujours, hein, les mesures quantitatives sont plus objectives, mais dans le fond, ce qu'on sait, c'est ce qu'on mesure. On ne sait pas ce qu'on ne mesure pas. Et comme les modèles traditionnels en stress professionnel ont été construits à une époque où c'était du travail essentiellement manuel, hein, on pense au modèle de Karasek, au modèle de Sigris, même à la limite au modèle de Moruti, de demande ressources. Et donc, on n'inclut pas certaines dimensions. En fait, on tasse un peu du portrait de l'angle mort, certaines conditions qui peuvent exister quand on exerce une profession qui est régie par un autre professionnel. Parce on s'identifie beaucoup à notre profession et cette profession-là est susceptible d'avoir un impact en soi. Donc, quand je suis arrivée dans ma vie de jeune professeur, j'ai entrepris de creuser un peu là-dedans pour voir comment on pouvait, dans le fond, faire un peu de table rase de ce que j'avais fait dans les dernières années et dire, OK, on reprend à neuf, on se remet à la table à dessin, puis on retourne sur le terrain pour essayer de faire ressortir des facteurs qui pourraient expliquer cette détresse-là. Parce que là, on entend ça sur toutes les tribunes, on entend ça dans les autres professionnels qui font des rapports annuels et ça ressort, mais maintenant, on n'a aucune mesure objective, vraiment quantitative, scientifique, avec des échelles validées. Pourquoi j'ai choisi les avocats? Parce que j'avais creusé à travers... moi, puis je suis tout en train de tout expliquer, puis dans le fond, je n'ai pas présenté. Je vais commencer par... je me devance. Je vais vous présenter un peu mon plan. Donc, dans le fond, je suis en train de vous parler un peu de ma problématique. Je vais vous présenter les questions puis les objectifs qui découlent de cette problématique-là. Et puis, la méthodologie que j'ai utilisée, une méthodologie qui est en 2 temps, parce que c'est un projet de recherche qui s'étale depuis 2014. J'ai commencé à être professeure en 2013. En 2014, j'ai établi un partenariat avec le barreau et vraiment, là, depuis 2014, on travaille là-dessus. Fait que ça fait quand même déjà 4 ans, presque 5 ans qu'on a un partenariat avec le barreau pour cette recherche-là. Et donc, je vais vous expliquer comment c'est décliné la méthodologie en différentes phases pour vous présenter là, les résultats essentiellement de la phase 1. J'aurais voulu tellement ce matin ce midi, vous présenter les résultats de la phase 2. Mais malheureusement, la collecte s'est finie à la fin octobre, début novembre. Donc là, on a les descriptives, on a des validations d'échelle, mais on n'est pas encore là, dans le cœur des analyses à traiter encore les données manquantes. Vous savez ce que c'est. Donc, je vais vous présenter ce que je peux. En tout cas, aujourd'hui, je pense quand même des constats très, très intéressants puis qui vont attirer votre attention et les retombées et les enjeux de tout ça. Donc, c'est ça. Alors, ce que je vous disais, c'est un peu ça. Les modèles traditionnels en stress professionnel, bien, il y a 2 choses. Oui, j'ai parlé du fait
qu'ils ont été conçus à une époque de travail manuel. La deuxième chose, moi, que j'avais à reprocher à ces modèles-là, c'est aussi qu'ils surdéterminent la valeur du travail dans l'explication de la santé. Or, un individu, c'est un tout, hein, multidimensionnel. Et moi, j'ai été formée à la meilleure école. Hein. Donc, c'est ça. Et je m'étais inspirée beaucoup du modèle de Marchand qui avait un modèle d'analyse générale de la santé mentale avec différentes sphères qui sont susceptibles d'impacter la santé des individus en milieu de travail. Donc, la société, hein, la sphère sociale, le travail, la famille, la sphère mésosociale, donc les structures du quotidien, et finalement, la sphère microsociale avec les caractéristiques de l'individu, ses compétences, comment il est dans la vie de tous les jours, avec sa personnalité, ses enjeux à lui. Donc, et là, pour moi, c'était important de prolonger ça, mais de partir un peu de cette approche théorique-là pour aller creuser qu'est-ce qui, dans la vie des avocats, peut générer des problèmes de santé. Donc, c'est ça. J'ai dit, on n'avait pas de comparaison par rapport à les professions réglementées. Et maintenant, dans le fond, on dit, ouais, mais comment, c'est quoi la logique derrière ça? Maintenant, quand on prend les modèles traditionnels en stress professionnel, on dit, OK, mettons, on prend demande, ressources, effort, récompense, demande, contrôle. Dans tous les cas de figure, quand on regarde ça, un professionnel réglementé, il a beaucoup d'efforts, mais il a aussi beaucoup de ressources. Oui, c'est vrai qu'il va travailler de longues heures. Oui, c'est vrai qu'il va avoir une imputabilité liée au statut professionnel. Mais de l'autre côté du revers de la médaille, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le prestige professionnel, il y a un salaire, il y a une reconnaissance sociale. Donc, ça fait en sorte quand même que ça peut amener des éléments facilitants. Fait que vous voyez, d'un côté, on a les demandes, on a les ressources, on a l'effort, les récompenses, le demande, le contrôle, mais bref, on n'arrive pas à cerner, en restant juste dans les indicateurs de travail, on n'arrive pas à cerner cette complexité-là. De l'autre côté, oui, il y a la responsabilité, mais il y a aussi la proximité des rapports avec la clientèle, la confidentialité des renseignements échangés. Et moi, ma thèse, c'est pas ma thèse doctorale, mais la théorie derrière ça, c'était de dire... Mais ça génère en soi des conditions d'exercice de la profession. Ça peut générer de l'isolement professionnel. Je suis dans une relation où je dois garder le secret professionnel, mais je peux vivre des choses qui sont horribles en cours de journée et je peux même pas évacuer en parlant à mon conjoint le soir. Donc, je peux pas en parler à mes collègues non plus. Donc, et le fait d'avoir un rapport de proximité avec la clientèle, en tout cas, moi, là, on va voir avec les résultats quantitatifs, mais dans certains domaines du droit, ça peut mener à des demandes émotionnelles très, très intenses, là, parce que je peux travailler en droit de la jeunesse, par exemple, puis c'est des drames familiaux qui se vivent. Je peux travailler en droit criminel, donc c'est ça, avec des victimes d'actes criminels, donc c'est pas facile, ça amène une grosse pression. En plus que le risque lié à l'acte professionnel, hein, si je prends une mauvaise décision, c'est quoi la conséquence? Bien, tu sais, si je suis médecin, la personne, elle peut rester sur la table d'opération. Puis, en dedans de 30 secondes, il faut que je prenne une décision. Soit que je le sauve, puis il va rester lourdement handicapé, ou il meurt. Hein? Fait que c'est quand même significatif. Si je suis un ingénieur puis je prends une mauvaise décision dans la conception d'un pont ou, je sais pas moi, dans la livraison de matériaux qui sont à la limite des paramètres, qu'est-ce que ça va donner, ultimement? Si le pont tombe, on l'a vu, hein, le pont de la Concorde qui est tombé il y a quelques années, le viaduc du Souvenir. Donc, les conséquences sont très graves pour la vie humaine. C'est la même chose pour un avocat. Là, vous allez dire, il n'y a pas de droit de vie ou de mort. Bien, quand même, socialement, je veux dire, si tu défends pas bien un client, tu prends une mauvaise avenue de défense, ça peut mener au fait que cette personne-là va être emprisonnée alors qu'elle est innocente. Ou inversement, qu'elle va être innocentée puis qu'il va faire d'autres victimes dans la société. Donc, c'est tout ça qui me trottait dans la tête et que je souhaitais creuser. Au plan empirique, bien, c'est clair, il y avait une augmentation importante des demandes d'aide au programme d'aide aux membres du barreau parce qu'eux, ils ont vraiment choisi, comme certaines provinces canadiennes,
chez les avocats d'institutionnaliser vraiment le programme d'aide. C'est financé à même les cotisations des membres du barreau. Et donc, ils ont très peu de ressources, ces gens-là. Puis, ils voient, eux, une augmentation très importante au cours des dernières années. Alors, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe là-dedans. Puis maintenant, quand on regarde au Canada, on a très peu d'études qui portent sur les avocats. On a eu un rapport de Hill que vous allez voir, vous allez dire, mon Dieu, il n'est pas à jour, 1998. Bien, il n'y en a pas d'autres études qui ont été faites. Donc, il y a très peu d'études au Canada sur les avocats. Et là, vous allez dire, oui, mais les conditions d'exercice d'un avocat, on est aux États-Unis, on pourrait prendre des études qui ont été faites aux États-Unis, en Australie. Bien, pas tout à fait. Parce que même c'est provincial, je vous dirais. Pourquoi? Parce que les législations professionnelles qui définissent les conditions d'exercice, eux, elles sont provinciales, elles sont territoriales. À la limite, on peut dire à l'intérieur du Canada, il peut y avoir une comparaison entre les provinces. Mais d'un pays à l'autre, prenez juste l'exercice de la médecine au Québec versus aux États-Unis. Je ne dis pas qu'aux États-Unis, ils sont moins stressés, là. Mais quand même, la préoccupation n'est pas nécessairement la même. Ils ont peut-être plus de contraintes administratives, mais ils ont probablement beaucoup plus de ressources pour faire face aux contraintes. Donc, c'était un peu tout ça. Et il y avait certaines études qui démontraient à l'extérieur, notamment l'étude de Thornhill, là, qui était plus susceptible de souffrir d'alcoolisme, de dépression, de toxicomanie, plus susceptible de se suicider. Hill allait même jusqu'à dire qu'il était parmi 6 fois plus à risque de se suicider que l'ensemble de la population, plus haut risque d'épuisement professionnel et toutes sortes d'autres problèmes liés au stress, là, la dépression, l'anxiété, l'abus de substances, etc. Donc, quand même plusieurs études qui démontraient ça. Mais maintenant, à chaque fois dans les études, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient les conditions de travail. Donc, on évacue encore une fois toutes les dimensions. Mais c'est pas vrai que quand on évacue puis qu'on ne tient pas compte de ce qui se passe dans la sphère hors travail, on ne peut pas comprendre le cocktail auquel la personne elle est exposée. Et il y a vraiment une surexposition quand on est dans une situation, par exemple, prenez juste une contrainte que vous vivez, là, je sais pas, on vient de vous demander, on vient de couper de moitié l'échéancier d'un rapport que vous avez à remettre. Bon, de façon générale, ça peut augmenter le stress et tout ça, mais imaginez, vous êtes en instance de divorce, vous avez des problèmes de conciliation travail-famille, vous êtes en train de vous débattre avec la garde de vos enfants. Imaginez, vous êtes dans cette situation-là, puis on vous coupe l'échéancier, ça l'amplifie. Il y a comme un facteur multiplicatif très important. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que je voulais creuser encore une fois la multidimensionnalité de la problématique. Fait que je me suis demandé, bien, c'est quoi les déterminants justement sociaux, organisationnels, familiaux, hors travail, individuels de la détresse chez les avocats. Et ça a amené ça à plusieurs sous-questions. Je ne les ai pas toutes mises là. J'en ai 3 pages de sous-questions qui me sont faites. Donc, l'impact notamment de la technologie qui est ressortie. Il y a des questions qui ont émergé en cours de route. C'est quoi l'impact de la compétence? Hein? Il y a certaines compétences qui sont maintenant traitées dans la littérature. Le self-leadership, on a le coping, on a la capacité à faire face au stress. On a aussi toute la question de l'assertiveness, la capacité à dire non, à mettre ses limites, le détachement psychologique, le psychological detachment, la capacité à détacher psychologiquement du travail. Hein? Quand on a cette capacité-là, bien, ça nous donne des périodes de récupération plus robustes pour faire face aux stresseurs du travail. Fait que ça, c'est venu chez les jeunes aussi, hein, parce que les jeunes, puis moi, je vous dirais que ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi le rôle joué par les universités, parce qu'on a notamment inclus ça dans notre étude, parce que c'est ressorti. À chaque fois que je posais la question à la fin de l'entrevue, j'ai fait 26 entrevues avec des avocats et avocates jusqu'à saturation. En fait, on a saturé comme à 18, 19 entrevues. Vraiment, on n'avait plus rien de nouveau, mais on a continué à faire des entrevues quand même parce que les gens ressentaient le besoin de parler. Et quand on rencontrait les gens, à la fin de l'entrevue, on disait « Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé dans l'entrevue que vous auriez envie de partager avec nous en lien avec le stress dans votre profession? » Et sans exception, tous les participants ont dit « Je veux parler de comment ma formation ne m'a pas bien préparée à ça. Et comment le stress
même à l'université, comment la culture professionnelle déjà s'installe à l'université. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une autre dimension. C'est ça. Alors, on avait plusieurs objectifs poursuivis. D'abord, on voulait faire une cartographie des déterminants de la santé, des facteurs de risque, des facteurs de protection, qu'est-ce qui est susceptible de diminuer le bien-être ou de l'augmenter, ou la détresse ou l'augmenter. Donc, on a inclus plusieurs variables dépendantes différentes dans notre modèle. La prévalence et l'intensité, hein, dans le fond, on a combien de gens qui sont en détresse? Parce qu'on le sait, dans la population, il y a environ 25% des gens, entre 20 et 25, là, ça change selon les rapports, mais de détresse dans la population en général. Parce qu'on a envie de la détresse dans le quotidien. Là, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, mais maintenant, c'est plus intense dans cette profession-là. Et toutes sortes d'autres indicateurs de santé, donc au niveau notamment de la santé physique, hein, parce que en tout cas, on a vu, je vais vous montrer, la détresse, c'est avant tout physique. On a des symptômes, là, on fait de l'insomnie, on fait de l'hypertension, des gens qui avaient fait des AVC qu'on a rencontrés, donc des troubles digestifs, fait toutes sortes de symptômes de tension, de troubles musculo-squelettiques, ça commence comme ça. Et là, à un moment donné, ça s'installe. Donc, ça a été intéressant, vraiment de voir les mécanismes par lesquels ça s'installe. Ce qu'on aurait pu difficilement faire avec une étude quantitative au début, parce qu'on ne savait pas quoi mesurer. Ensuite, ça nous a amené aussi à développer des mesures. Donc, comme on a vraiment fait une étude qualitative, comme vous allez voir, en tout cas que je juge très robuste au niveau méthodologique, ça nous a permis vraiment d'identifier des indicateurs pour développer de nouvelles échelles pour ces professionnels-là. Et ça nous a, éventuellement, ça nous mènera, là, on a déjà parti d'un modèle très, très qualitatif, vous allez voir, qui est devenu un petit peu plus quantitatif et qui va encore vraiment devenir beaucoup plus objectif, plus déductif au fil de l'évolution de la démarche. Et ça va nous permettre éventuellement de préciser un modèle explicatif pour les professionnels du savoir, pour les professions réglementées. Donc, dans le fond, voilà notre modèle qualitatif de départ. Fait que c'est un modèle où vous reconnaissez les différentes dimensions, hein? La société, fait qu'on part vraiment plus large, les facteurs professionnels, la culture qui existent indépendamment de mon organisation. Et ensuite de ça, le niveau méso, les structures du quotidien, donc les facteurs organisationnels, familiaux, le soutien hors travail. Et ensuite, tous les facteurs individuels qui amènent un certain stress et qui éventuellement amènent à de la détresse. Et comme vous pouvez voir, il y a une perméabilité entre ces sphères-là. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ce que je vis ici peut être transféré là et ce que je vis là peut être transféré ici. Donc, vraiment, ces sphères-là s'inter-influencent. C'est juste que on ne peut pas encore mettre de flèche parce qu'on ne le sait pas, dans le fond, c'est quoi les mécanismes par lesquels ça s'influence. Donc, on est parti de ça. On a fait une revue littérature en fonction de chacun des facteurs. Donc, une revue où ça a permis d'identifier, par exemple, au niveau social. On avait que la profession d'avocat était caractérisée par une profession masculine forte, hiérarchique. Mais vous savez quoi? Là, on a quelque chose de vraiment très intéressant parce que assis sur les bancs d'école, à l'école du barreau présentement, là, il y a 62 % de femmes. 62 % quand même. La profession s'est féminisée de façon très, très importante. Au niveau du barreau lui-même, on a maintenant 51 % de femmes, je pense. Donc, les femmes sont majoritaires dans la profession, mais on a encore une culture masculine, hiérarchique. Fait que tous les enjeux de conciliation, travail, famille, tout ça, ils ne se sont pas encore ajustés à ça. Puis vous le savez, puis Julie, qui connaît très bien la culture en particulier, sait très bien comment c'est difficile de changer une culture, hein? Ça prend des années, donc quand même. Et c'est très orienté vers la performance, vers l'excellence, vers l'image qu'on projette. On n'a pas de place à l'erreur, OK? Je n'ai pas droit à l'erreur. C'est ça que j'entendais quand j'allais sur le terrain et dans la littérature, c'était ressorti. Une image négative aussi de la profession qui est parfois entretenue par la population. Ça, oui, mais moi, je vous dirais ce que j'ai remarqué sur le terrain aussi, c'est
une stigmatisation de certains domaines du droit. Par exemple, les gens qui travaillent dans le public. Hein? Donc, quand tu travailles dans le public, c'est parce que tu es moins travaillant, c'est parce que tu veux faire moins d'heures, c'est parce que tu veux vivre sur un petit rythme, conciliation, travail, famille et tout ça. Puis ceux qui travaillent là, dans les grands cabinets avec de nombreuses heures, eux autres, c'est très, très valorisé dans la profession. Donc, ça a quand même un impact. Ensuite, au niveau des structures du quotidien, qu'est-ce qu'on a trouvé dans la littérature? Que les heures travaillées, notamment, c'est moi qui avais trouvé ça en partant, que les professions réglementées étaient touchées, moi et marchands. Donc, on avait publié des articles, puis dans le fond, c'est drôle parce que la plupart des études démontrent que les heures travaillées ne sont pas significatives pour expliquer la détresse. Mais chez les professionnels réglementés, c'était sorti. Puis pourquoi c'était sorti? À cause des très, très longues heures de travail qu'ils font. On avait ressorti une moyenne qui dépassait là, 54 heures. Là, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça qui explique ça, dans le fond. Puis ça s'est confirmé, je suis arrivée à peu près à la même moyenne en faisant mon étude qualitative. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, ce qu'on avait vu, c'est qu'il y avait quand même de la violence au travail. Beaucoup d'expositions à des comportements agressifs. Tu sais, même quand j'ai fait mon étude qualitative, je suis rentrée dans des bureaux d'avocats, il y avait des boutons de panique en dessous. Tu sais, normalement, quand on va au travail, on est supposé se sentir en sécurité. Déjà, s'il y a un mécanisme, c'est très bien, c'est pour limiter les comportements violents, mais la menace existe quand même. Elle est bien présente, particulièrement à ceux qui travaillent à l'aide juridique, par exemple. Donc, le niveau de compétitivité entre collègues, le manque de collégialité, des conflits de valeurs qu'il y avait entre leurs valeurs personnelles puis leurs valeurs professionnelles, la peur d'avoir des plaintes, des litiges de nature déontologique. Mais bon, il y a beaucoup d'études de Carter parce que Carter a fait une étude quand même qui est la plus complète au cours des dernières années. Elle est quand même à date de 2006, fait que ça fait quand même 12 ans. Puis sinon, on a vraiment des études parcellaires, mais très peu d'études globalement qui expliquent ça. Au niveau familial, au niveau individuel, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé le genre, que les femmes étaient plus exposées, mais ça, c'est comme la population en emploi, l'expérience, c'est la même chose que la population en emploi. Mais la personnalité aussi, le fait d'être perfectionniste, de manquer de confiance en soi, une personnalité de type A, une faible estime de soi, qui sont quand même des facteurs qu'on retrouve chez l'ensemble des professions. Et au niveau des habitudes de vie aussi, donc c'est très comparable. Et tout ça, donc, ça nous ramène à notre modèle. Fait que maintenant, on partait fort d'une revue littérature. On a fait une liste de codes. On l'a caché en dessous d'une encyclopédie. Et on a dit, on ne touche pas à ça. Parce que là, la déductive en moi a dû faire beaucoup d'efforts pour devenir inductive, pour semi-inductive, avoir une approche constructiviste, pour dire si on veut faire des développements théoriques, il faut faire fi de ça, puis il faut essayer vraiment de cerner, vraiment être proche du discours du participant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une approche qualitative semi-inductive. Bon, parce que là, quand même, je ne dirais pas que je suis 100% inductive, ça ne serait pas dire la bonne chose, c'est pas dans moi. OK? Donc, quand même, je m'ai battue avec mes démons et j'ai mis ça de côté. Et qu'est-ce que j'ai fait? Dans le fond, j'ai fait une étude, oui, de type phénoménologique avec des entrevues semi-dirigées, là, avec des questions ouvertes, tout ça, qu'on a ensuite retranscrit intégralement et qu'on a fait un codage thématique avec les principes qui, dans le fond, on a pris un peu l'approche de la théorisation ancrée, mais sans en être à 100% pur, là. Donc, avec des étapes itératives, puis tout au long des entrevues, en même temps, on faisait le codage, on retournait sur le terrain, on ajustait parfois notre guide d'entrevue. Donc, au début, pour le faire un pré-test, on a fait un pré-test de 3 entrevues, là, qui sont exclues des entrevues qu'on a parmi les 26. Et ensuite, on a continué. Et ça nous a permis, grâce au logiciel notamment de QDA Miner, qui est compatible avec SPSS, de créer quand même une base de données qui éventuellement on pourrait trianguler avec une étude quantitative, puis de ressortir des facteurs, puis de les quantifier, d'où la quantitative en moi qui est sortie. Mais c'est parce que quand même, tu sais, on peut dire qu'il y a tel facteur ou tel facteur, puis je sais, normalement, on ne devrait pas dire ça, mais quand même, quand on a un facteur qui ressort 200 fois versus un qui sort 15 fois, pour moi, ça veut dire que c'est quand même significativement plus important pour le participant. Donc, on est allé dans 3 barreaux québécois. On a choisi pour des raisons de faisabilité. Au début, on n'avait pas de financement. On a fini par avoir un financement quand même bien avec une subvention du FRQSC puis des stages mi-taxes. Et ça nous a permis, à travers les 3 barreaux québécois, de saturer. Donc, ça a été très
ça a été très positif comme résultat. Bien, positif, oui. Ça a tout le temps l'air drôle de faire de la recherche en disant que tu es positif puis tu étudies la santé mentale, là. Mais quand même, ça permet de développer les connaissances. Donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a observé? On a eu plus de autour de 250 manifestations de détresse, me semble, à peu près. Donc, 200 quelques manifestations de détresse, beaucoup de manifestations physiques. Les gens disaient, je suis stressée, je me sens comme ça, j'ai mal. Donc, c'est ça. Fait qu'il fallait évidemment que ces manifestations-là s'attachent à des symptômes de stress que la personne abordait directement. Des manifestations psychologiques puis des manifestations comportementales. Qu'est-ce qu'on entend par manifestation comportementale? Bien, la consommation de drogue pour faire face. C'était leur façon de coper d'une certaine façon. De la consommation d'alcool, de l'absentéisme au travail. Ça aussi, c'est un comportement qu'on peut observer. Donc, ça nous a donné lieu à préciser notre modèle, qui s'en vient plus quantitatif, voyez-vous. Donc, c'est ça. On n'a pas encore de relation parce là, on s'en allait en collecte de données quantitatives. Et tout ça nous a permis de construire un outil. OK? Donc, on a construit un outil initialement. Bon, vous savez, hein, c'est ça l'erreur qu'ont fait tous les jeunes chercheurs. On veut tout inclure, on veut tout mesurer. Fait que je suis partie avec 350 quelques questions. Et j'ai fait un pré-test auprès de 62 participants. Donc, c'est ça. Et pendant l'été dernier, au début de l'été, on a fait les analyses, tout ça. Ça nous a amené à ajuster des échelles, à ajuster des indicateurs, à développer une nouvelle échelle pour la culture professionnelle, par exemple, parce qu'on avait pris Parce que là, c'est pas évident. Tu nages dans le développement de connaissances. Ça veut dire quoi, ça? Parce que l'impact de la culture professionnelle sur la santé, elle n'a jamais été vraiment mesurée dans la littérature. Fait qu'on a quelques articles qui parlent de culture professionnelle, mais on n'arrive pas à avoir une échelle pour le mesurer. Fait qu'est-ce qu'on avait fait initialement? C'est qu'on avait pris une échelle de culture organisationnelle, puis on l'avait transformée en culture professionnelle, en se disant, on va mesurer objectivement les types de culture ou de sous-culture, puis après ça, on va mesurer l'impact. Mais ça ne sortait vraiment tellement pas. Ce qui ressortait pas, c'était la validité. Il y avait comme pas de validité. Pourtant, une échelle super valide normalement, là. Mais ça fonctionnait pas. C'est comme si ça collait pas dans cette population-là. Donc, ce qu'on a dit, c'est OK, on va se faire confiance, on va prendre nos indicateurs qu'on a ressortis dans la littérature et on va construire une nouvelle échelle. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai construit une échelle de culture professionnelle axée sur la performance qui représente quand même bien beaucoup de professions réglementées. Fait que je pense que ça va être porteur. Et qu'est-ce que ça amène comme contribution importante, je pense? C'est que Marchand ayant fait des études, vraiment plusieurs études sur l'impact des différentes sphères de vie, on a très peu, même si on sait ce que ça représente, on le mesure rarement. Hein, la question de la sphère mésosociale, pas mésosociale, mais macrosociale, on le mesure rarement. Mais moi, ça m'a permis de sortir, oui, la culture professionnelle, mais aussi les conditions d'exercice d'une profession réglementée. Ce ne sont pas des conditions de travail, c'est des conditions qui existent indépendamment. C'est la régulation par l'ordre professionnel. Et ça amène. Donc, je me suis inspirée notamment de la législation. Je suis allée dans le Code des professions. Il y a des indicateurs pour dire qu'on devrait réglementer une profession ou non. Je suis retournée dans les verbatims et avec tout le codage des analyses qualitatives, on a réussi à ressortir des indicateurs qui nous ont permis de dire ça, c'est vraiment propre aux professions réglementées. Donc, on l'a appelé l'indice des stresseurs professionnels associé à la profession réglementée. Et donc, ça nous a permis de mesurer ça. Ensuite de ça, la formation. La formation, ce n'est pas une condition de travail. La formation, elle existe indépendamment. La personne se fait former avant d'entrer dans son entreprise. Donc ça, on a mesuré l'impact du stage professionnel. Fait qu'on avait vraiment, c'est comme en 3 dimensions. On a la première dimension qui est la formation académique. Donc, comment ça l'avait préparé, comment ça l'avait pu faire en sorte que la personne se sente bien outillée pour faire face aux exigences de son milieu de travail par la suite. En fonction de l'université d'attache aussi. Donc, on a tenu compte de l'université d'attache. Ça aussi, ça va être quelque chose qu'éventuellement, dans la masse des données qu'on a, on va pouvoir évaluer. Ensuite, l'impact du stage professionnel et finalement, l'impact du stage au barreau. Parce que vous savez, par exemple, comme les médecins, ils ont un internat à faire,
les ingénieurs, ils ont aussi une résidence à faire et la même chose pour les avocats. Donc, quand ils font leur stage à l'école du barreau, donc on voulait voir aussi c'était quoi qui avait le plus d'impact dans tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans la formation. Les facteurs individuels qui changent très peu, certains facteurs liés au travail qu'on n'avait pas mesurés jadis dans les études qu'on avait faites sur les professions réglementées. Fait qu'on est allé vraiment, par exemple, le secteur de pratique. Hein, parce que là, quand même, il y a le secteur de pratique, mais il y a toute la dimension du domaine de spécialité. Parce qu'on peut avoir plein de spécialités différentes en droit. Hein. Il y en a plus qu'une centaine là, de spécialités. Donc, c'est ça. Et on est allé vraiment dans les exigences émotionnelles, les relations sociales, mais vraiment assez profondément dans les relations sociales, parce qu'il y a quelque chose qui est inspiré de la culture professionnelle, assurément, qui engendre des enjeux. Et ensuite, c'est ça. Donc, ça nous a permis de faire sortir. Finalement, je ne vous ai pas parlé de la technologie. Parce que pourquoi? En fait, parce que pourquoi, oui. Quand j'ai rencontré mes avocats dans la phase 1, tout le monde m'a parlé à quel point la technologie est un facteur de stress, que ça avait augmenté leur charge de travail, qu'ils faisaient 4 fois la quantité de travail qu'ils faisaient il y a 20 ans, pour toutes sortes de raisons. Moi, je regardais ça, puis je me disais, ouais, j'en suis consciente moi-même, je suis une professionnelle, je suis professeure à l'université. Oui, c'est vrai, hein, on n'est plus jamais, finalement, dans une des sphères. On est dans toutes les sphères en même temps. Fait que mon fils peut me texter qu'il y a eu une mauvaise note à son examen de maths pendant que je suis en réunion départementale. Et inversement, je peux être en train de donner les bains à mes enfants le soir, puis je reçois un texto d'un étudiant qui a des questions, puis qui est préoccupé. Donc, ça fait effectivement en sorte que ça minimise la perméabilité entre les sphères de vie, clairement. Maintenant, je jasais avec une collègue qui est en système d'information. Elle me dit, Nathalie, tes avocats sont-ils stressés à cause de la technologie? J'ai dit oui, c'est drôle, je viens juste d'aller collecter des données. Effectivement, ils sont très stressés. Elle dit, regarde, je vais te faire là quelque chose. Là, on commence, puis là, c'est ça, hein, quand on fait on veut adopter une approche semi-inductive, constructiviste, il faut quand même faire la boucle, retourner dans la littérature pour voir qu'est-ce qu'on a trouvé. Ah, j'ai pas fini hein, sur mon processus de codage tantôt, mais juste si vous me permettez une petite parenthèse, je vais vous préciser ça. J'ai fait un codage à 100% ouvert sur quelques entrevues. Après ça, je me suis dit, OK, y a-t-il vraiment une plus-value à dire trop de travail versus surcharge de travail? Non, il n'y a pas de plus-value. Donc, j'ai ressorti ma liste. Et en fonction de ça, certains stresseurs étaient nouveaux et certains autres ont collé à la liste qui était dans la littérature. Fait que ça a permis vraiment de faire sortir des nouveaux facteurs. Donc, c'est ça. Mais là, bon, le technostress, en tout cas, ça n'était pas ressorti, en tout cas, chez les avocats ou chez les professionnels réglementés. J'ai dit, c'est intéressant. Fait que là, je me suis mis à creuser. Savez-vous quoi, de façon très surprenante quand même, le technostress au travail, c'est vraiment développé autour de la littérature en système d'information, dans les grandes revues en système d'information, mais pratiquement pas en GRH. Pas en GRH du tout. Et là, je lisais ça, et là, j'ai dit, mais là, eux autres, ils voient le technostress comme une fin en soi, mais c'est pas une fin en soi, parce que le technostress, ça peut rendre malade. Sûrement, en tout cas, on pense. Et donc, ça peut générer de la détresse, puis éventuellement, ça pourrait rendre malade à force que ça... Et là, je me suis mis à analyser un modèle dominant dans le domaine du technostress, qui est le modèle de Hayagari. Et ça m'a permis de préciser à travers mes données qualitatives le modèle que je m'en vais présenter à Hawaii en janvier. Ben oui, il y a des conditions difficiles comme ça de travail. Donc, parce que Hayagari, lui, ce qu'il dit, c'est que dans le fond, on a des antécédents au stress, au technostress, OK? Donc, c'est les ICT characteristics. Donc, c'est les caractéristiques de la technologie. Son caractère utilitaire. Tout le monde utilise la techno, fait que tout le monde s'attend à ce que tu utilises la techno. Il t'envoie un courriel, si tu n'as pas répondu 1 heure plus tard, il t'en renvoie un deuxième. Puis, ou il va te texter, parce que tu n'as pas répondu, puis des fois le téléphone sonne. Donc, le caractère intrusif aussi. On n'est plus jamais à 100% à un endroit, on est un peu partout. Ça devient invasif même dans la vie privée. Oui, là, je lisais un article récemment qui me disait « On va-tu arrêter de chialer pour les technos parce que ça nous permet quand même de la flexibilité, la conciliation travail-famille? » Oui, mais ça peut rapidement devenir envahissant quand on a de la difficulté à mettre ses limites en particulier.
Et son caractère dynamique, il y a beaucoup de changements, hein, ça va vite. Hein. Après 2-3 ans qu'on a acheté un iPhone, il n'est plus bon, faut changer. Puis là, la nouvelle version qu'on télécharge, finalement, on la connaît pas, il faut se l'approprier, ça baisse notre productivité, donc ça a un impact. Mais moi, ce que je suis allée dire, Ayagaré disait, bien, ça l'engendre des technostresseurs. Les technostresseurs, c'est notamment l'ambiguïté de rôle, les conflits travail-famille, c'est un technostresseur au sens de la littérature. Mais là, j'ai dit, c'est bien beau, là. Mais le conflit travail-famille, l'ambiguïté de rôle, ça existe indépendamment de la technologie. C'est clair. Je veux dire, moi, je peux vivre du conflit travail-famille juste parce que je travaille de nombreuses heures de travail, puis j'ai des exigences professionnelles fortes, puis en plus, je vis dans une culture de performance, mais ça n'a rien à voir avec la technologie. Je suis techno-nulle, je n'ai pas de cellulaire, puis je vis quand même ça. Donc, j'ai dit, mais dans le fond, là, c'est que ces caractéristiques-là, ils viennent exacerber la zone de perméabilité entre les sphères. Et donc, c'est ça qui génère les technostresseurs, et non pas l'inverse. Et ceci, dans le fond, contribue à ce qu'on appelle l'overall stress, donc le stress général, qui, lui, est composé, oui, de technostress, mais aussi de d'autres stress que je vis dans mon milieu de travail indépendamment, qui pourraient ultimement générer de la détresse psychologique. Je dis ça, puis là, on va tester ça quantitativement. Ce modèle-là, il était présenté dans un article, donc c'est ça. Et là, c'était construit, dans le fond, dans l'approche inductive, vraiment qualitative, mais je pense qu'on va vraiment avoir quelque chose de porteur, notamment pour expliquer cette zone de perméabilité-là. Tu sais, quand on me fournit un téléphone cellulaire, puis qu'en plus de ça, je travaille des longues heures, que je suis dans une culture de performance, puis que j'ai 5 enfants, c'est quand même, ça augmente la zone de perméabilité. Donc, ça a un impact. Donc, le rôle prépondérant, autre apprentissage qu'on a fait, c'est le rôle prépondérant des demandes contractuelles. D'habitude, les demandes contractuelles, c'est comme... T'sais, on parle beaucoup des demandes émotionnelles, de la demande psychologique, tout ça, de façon générale dans la population. Mais chez les professionnels réglementés, les exigences de performance sont tellement fortes qu'ils prennent une place prépondérante. Puis pourquoi ça? C'est en lien notamment avec le modèle d'affaires. Beaucoup de bureaux d'avocats sont encore basés sur les heures facturables, un nombre d'heures facturables. Et là, en plus de ça, quand j'ai commencé dans des barreaux proches de l'Estrie, hein, c'est plus facile. Là, je commence à faire mon étude. Et là, je rencontre les gens qui me disent « Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec Montréal. Ah, mais oui, mais Montréal, ils sont bien plus stressés, c'est bien plus terrible, c'est effrayant. » Fait que j'ai dit « Bon, ben, je vais aller à Montréal, là, je suis en semi-inductif, fait que je suis le courant, je m'en vais à Montréal. Alors, je suis allée à Montréal plusieurs fois, faire des entrevues à Longueuil, sur l'île, tout ça. Et qu'est-ce qui ressort? Les stresseurs ne sont pas différents, ils sont juste plus présents. Fait que dans le fond, le nombre d'heures facturables, c'est pas 695 heures, c'est 1000 heures. Puis les problèmes de consommation sont vraiment plus présents. Donc, on a vu beaucoup de problèmes qui sont comme exacerbés. Et donc, c'est ça. Il y a aussi toute la question du rôle modérateur potentiel. Je dis potentiel parce que là, il faut valider ça quantitativement, qui pourrait être joué par les compétences notamment. Bon, par exemple, là, on a la culture professionnelle qui a un impact, mais quand j'ai beaucoup de self-leadership, par exemple, ça pourrait amener, on avait quelques indicateurs. Donc, dans notre étude quantitative, on a retenu 4 grandes compétences pour faire un portefeuille de compétences qui pourrait être protecteur pour la santé. Donc, j'ai une étudiante au mémoire qui est en train d'étudier ça. On a créé plusieurs nouvelles échelles, la culture professionnelle et tout ça. Donc, on a fait, après le pré-test, on a amélioré nos échelles, on en a écourté certaines. Puis, on avait la préoccupation d'avoir toujours au moins 3 indicateurs par dimension. Pourquoi? Parce qu'on voulait se laisser toutes les possibilités au niveau des analyses, par exemple. Fait que même, il y a certaines qu'on a gardé 4. On s'est dit au cas où qu'il faut en enlever un parce qu'il n'est pas trop valide. Donc, on a gardé toute cette conception-là au plan méthodologique pour se dire, bien, ça va nous permettre éventuellement de faire des analyses très, très robustes. Et ça nous a permis assurément de faire du qualitatif dans ce cadre-là, une meilleure compréhension de certains mécanismes par lesquels les déterminants conduisent à la détresse au travail. Donc, la donnée de la phase 2, dans le fond, elle a eu lieu en septembre. Donc, avec la rentrée au barreau, eux, ils ont une rentrée comme nous à l'école, à l'université. Donc, à la rentrée, ils ont complété le questionnaire. On a commencé le 6 septembre, oui, c'est ça, le 6 septembre, et jusqu'au 26 octobre.
Comme ils sont très, très, très occupés, des fois, ils sont en période quand ils sont à la cour, tout ça, on a allongé la période parce qu'on avait beaucoup de questionnaires remplis, mais incomplets. Donc, on voulait augmenter le taux de complétion, fait qu'on a envoyé des courriels personnalisés, tout ça. Ah, puis j'ai pas dit, mais le pré-test, je l'ai fait à partir, d'une part, les participants de la phase 1. Fait que je les ai toutes appelés personnellement pour qu'ils complètent le questionnaire, pour voir si c'était-tu représentatif pour eux. Puis j'ai fait aussi des focus groups pour valider les résultats de l'étude. 3 focus groups quand même qui nous ont permis de valider. Donc, c'est ça, avant de faire le questionnaire et tout ça. Donc, c'est ça. Fait qu'après, on a travaillé 1 an pour concevoir le questionnaire. Et donc, quand on a fait la collecte, ça nous a permis quand même d'avoir là, 251 questions au final, là, après le pré-test, lorsqu'on était prêt pour la collecte, avec une 50aine de variables. Évidemment, il y a certaines questions qui sont exclues pour certains participants. Par exemple, on a des travailleurs autonomes, bien, tu sais, l'impact du superviseur, c'est sûr qu'on exclut ça. Puis, on a exclu aussi les gens, les personnes retraitées sans emploi, en congé de maladie, en congé de maternité ou qui ne pratiquent pas le droit. On les a fait compléter le questionnaire parce que notre partenaire, le barreau, trouvait que oui, il y a beaucoup de détresse dans la profession, en tout cas, c'est leur feeling, là, parce que là, on va le valider quantitativement, mais il n'était pas d'accord avec le fait qu'on exclut parce que, après, mettons, 10 questions, qu'on les exclut du formulaire. Il voulait qu'ils puissent compléter quand même. Donc, on les a permis de compléter et ce qu'on a fait, c'est que, mais ça a été tout un défi quand même parce que ces gens-là n'ont pas du tout nécessairement le même profil. Fait qu'on a quand même trouvé des questions intéressantes pour eux, puis à la fin, on les a dirigés vers le programme d'aide, donc dans la page d'exclusion. L'échantillon final, dans le fond, je dis 2559 participants. Donc, c'est ça. On avait quand même 2700, mais après, exclure ceux qui ont complété pas tout à fait la moitié du questionnaire, puis c'est ça, avec toute la non-réponse. Donc, on arrive à 2559 participants quand même. On a 68 de femmes, 31 d'hommes, mais on est quand même pas loin, hein, tu sais, des représentations qu'on a à l'École du barreau présentement. Bon, puis on avait... bon, ça, là, c'est ça. Et c'est quand même pas évident parce qu'on a très peu de personnes qui sont quand même dans les catégories. Et ça va faire en sorte, éventuellement, comme le traitement statistique, ça va être difficile de traiter ces personnes-là. Parce que finalement, elles ne sont pas représentatives non plus, parce qu'il y en a très peu. Mais on nous a demandé quand même au barreau d'utiliser une question qui a fait l'objet d'un comité de travail sur la question du genre. Et donc, c'est ce que ça a donné. Donc, quand même, on a peu de personnes qui sont ni hommes ni femmes, donc qui s'identifient soit pas à un genre ou qui s'identifient comme étant trans. On a quand même tous les barreaux qui sont représentés et cette représentation, elle est représentative des barreaux au Québec. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Fait qu'on voit qu'on a quand même Montréal, hein, qui est le plus gros barreau, le plus gros sous-barreau. Après ça, Québec et ensuite toutes les autres sous-régions. Fait qu'il y a 12 ou 13 barreaux, 15. Je pense, c'est ça, hein, 15. Donc, barreau au Québec, donc quand même, c'est intéressant. On a quand même, encore une fois, un échantillon représentatif de la pratique privée, de la fonction publique, des gens en entreprise qui peuvent travailler dans les grandes entreprises, les multinationales et tout ça, ou autres qui travaillent pour un ordre professionnel, par exemple. Donc, même à l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, il y a des avocats, donc c'est ça. Et on a, dans ceux qui travaillent comme dans la pratique privée, on a des gens qui sont salariés, mais il y en a qui sont à leur compte, il y en a qui sont membres ou associés. Je pense que vous voyez à travers tous ces sous-échantillons, à travers ces différentes façons de voir l'échantillon, en fait, qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité. Il y a beaucoup d'hétérogénéité, il y a beaucoup de genres de pratiques de droit. Fait que ça va être quelque chose, un enjeu à traiter. Mais je pense qu'avec le multiniveau, notamment, puis lié au domaine de spécialité, je pense que ça va être très porteur. On a, bon, dans la fonction publique, il y a les municipalités, les sociétés d'État, la direction des poursuites criminelles et pénales, l'aide juridique, donc des ministères aussi. Donc, c'est quand même intéressant. Des gens qui travaillent, encore une fois, là, ça, c'est ceux qui travaillent dans les entreprises
privés. Donc, c'est ça. Alors, on a des organismes sans but lucratif, des autres professionnels, des syndicats. Donc, et selon le champ de pratique, là, j'ai pas mis ceux qui ont moins de 10 participants, mais on en a quand même plusieurs. Je vous en ai mis 2, mais quand même, on a vraiment une belle... Les litiges, c'est vraiment la majorité, hein, puis c'est la majorité aussi en droit. Donc, encore une fois, on a un échantillon qui est assez représentatif de la pratique professionnelle du droit en ce moment. Donc, c'est ça. Fait que ça nous permet vraiment de voir qu'on a une belle représentation. Ça, je suis vraiment contente. La question sur la formation, le barreau m'a dit « Ah, mais là, tu ne peux pas poser la question aux gens qui ont moins de 10 ans, qui ont plus que 10 ans de pratique. » Pourquoi? Parce qu'il y a eu des réformes dans l'école du droit avant 10 ans. Donc, il faut poser la question à des gens qui ça fait moins que 10 ans. Je dis « Pas de problème, on va faire ça. » Donc, dans le fond, on a mis plus que 10 ans de pratique ou moins que 10 ans de pratique. On a quand même un échantillon presque à parité. Fait que ça va être intéressant de voir comment la formation dans la sphère macrosociale peut avoir un impact parce qu'on va avoir la puissance statistique nécessaire pour le valider. Fait que ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, selon la taille de l'organisation aussi, on avait demandé ça, donc combien d'avocats exercent aussi dans leur bureau. Les variables qu'on a mesurées, on a quand même des variables dépendantes là, qui ont une validité interne vraiment très, très importante. Fait qu'on est très content. Toutes des coefficients de plus que 0,9. Même au niveau des variables indépendantes, je dirais qu'on a une majorité qui ont plus que 0,9. Je pourrais dire pratiquement toutes ont plus que 0,2. On a quelques exceptions, c'est ces 3 variables-là, donc qui, eux autres, sont autour de 0,7 quelques, c'est quand même pas dramatique, on va pouvoir les traiter. Donc, le conflit travail-famille, puis c'est ça, mais quand on divise le conflit travail-famille, puis famille-travail, on a quand même une validité intéressante. Donc, là, maintenant, c'est quoi WhatsApp hein, après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va faire des analyses de régression multiples et logistiques multiniveaux, notamment où on va nicher les individus dans des domaines de spécialité. Fait que ça va être vraiment intéressant. J'ai une candidate au doctorat qui travaille là-dessus présentement. On va faire une analyse aussi des antécédences, des différentes variables. On va peut-être faire du path analysis aussi, les analyses des pistes de causalité. Donc, plusieurs types d'analyses en fonction de différents angles. Et on a 3 articles en cours, notamment là, un sur le technostress, mais qui est autre que celui qu'on vous a présenté précédemment. Donc, dans le fond, pour vraiment essayer de valider le modèle, le préciser, celui qu'on a présenté à Hawaii en janvier. Après ça, une sur une validation d'une échelle raccourcie sur le bien-être. Pour l'échelle sur le bien-être, on a retenu les travaux de Dajna Desmarais, Savoie, donc c'est ça. Alors, on a réussi à valider une échelle raccourcie. Puis, la contribution de la culture professionnelle puis de la régulation professionnelle, donc vraiment de la sphère macro-sociale. Fait que c'est ça qui est dans les cartons présentement. Moi, je m'en vais en sabbatique. Alors, ça va me permettre en congé d'enrichissement des connaissances pour faire justement publier tous ces résultats de recherche-là. Et parallèlement, je démarre un projet pan-canadien. Pourquoi? Parce que j'ai tout préparé mon questionnaire en version anglaise et française. Et quelques semaines avant la validation, mon partenaire m'a demandé de juste administrer le questionnaire en français parce que selon l'article 35 de la Charte de la langue française, pour exercer une profession au Québec, il faut maîtriser le français minimalement. Donc, et ça a fait en sorte que j'ai pris la décision, OK, moi, j'ai quand même fait tout un questionnaire anglais. Je pense que ça peut être intéressant d'en faire profiter un maximum d'avocats. Donc, on pourrait valider ça à l'échelle canadienne avec peu d'efforts parce qu'on a quand même, globalement, peut-être qu'on va aller faire des entrevues complémentaires là, pour voir s'il y a des enjeux provinciaux, mais quand même. Donc, dans 5 provinces, Colombie-Britannique, parce que c'est après l'Ontario quand même un barreau important, il y a 10 000. En fait, c'est l'Ontario le plus gros qui a 37 000 avocats. Et ensuite de ça, on a le Québec qui a 26 000 et après, c'est la Colombie-Britannique avec à peu près 11 000. Puis ensuite, on a pris 3 provinces canadiennes à l'est. Pourquoi 3? Parce que dans le fond, c'est des plus petits barreaux. Fait qu'il y a comme 1000 personnes, 1000 avocats à peu près par barreau. Et le centre là, du Canada, donc l'Ontario. Fait qu'on va entreprendre ça dans une demande de financement présentement. Et en 2019-2020, là, on va consolider le partenariat avec ces barreaux-là, puis commencer à déployer les efforts pour que, éventuellement, en 2020-2021, le projet puisse prendre son envol.
Alors sur ce, je suis disponible pour répondre à vos questions.